Je peux aller vers... Oui, monsieur. Bon. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, nous allons s'excuser pour ce petit retard qui sort un petit peu, c'est d'ordre technique. En tout cas, nous tenons à vous remercier toutes et tous de votre présence ici à cette première conférence littéraire de l'Association des Lumières françaises. Et comme là, on est dans un monde littéraire, dans la littérature française, avec, on aura pas mal d'intervenants imminents qui vont essayer de nous éclaircir sur la littérature française. Mais malgré ça, j'ai essayé d'improviser un mot d'ouverture dans les règles de l'art, mais je me suis dit avec la littérature française, il faut appuyer cela à travers un mot d'ouverture écrit et décrit dans les règles de l'art aussi. Donc, mesdames et messieurs, chers conférenciers, chers participants, c'est avec une immense joie et une grande fierté que je vous accueille à la conférence exceptionnelle, le rayonnement de la littérature française, un phare dans la littérature mondiale. Organisée par l'Association des Lumières françaises, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour explorer la profondeur et la pertinence de la littérature française dans le contexte actuel, un monde en perpétuelle transformation. La littérature française, riche d'une histoire séculaire, a toujours été un phare dans le domaine littéraire mondial. Des écrivains tels que Molière, Victor Hugo, Marcel Proust, Albert Camus et tant d'autres ont laissé une empreinte indélébile dans le paysage littéraire international. Leurs œuvres ont traversé les frontières, les époques et les cultures, transcendant les barrières linguistiques, pour toucher le cœur et l'âme des lecteurs du monde entier. Aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation et de la communication instantanée, la littérature française continue de briller et elle offre des perspectives uniques sur des thèmes universels tels que l'amour, la liberté, la justice, la quête de sens, et nous invite à réfléchir, à questionner, à imaginer, à ressentir, à explorer les complexités de la conduite humaine. Nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir aujourd'hui des conférenciers imminents qui vont partager avec nous leurs connaissances et leurs réflexions de la littérature française. Docteur Mazen Cherif depuis la Tunisie, qu'on a le privilège d'être avec nous. On a aussi Docteur Rabir Idrissi depuis le Maroc. Et avec nous, présent ici, Docteur Bassim Belkiria, qui va aussi présenter une présentation en relation avec la littérature française d'un ordre académique. Et aussi, je vais aussi présenter une présentation de la littérature française avec le développement personnel. On aura, bien évidemment, peut-être également Dr Saïd Hansali, un linguistique éminent, spécialiste de la littérature française, qui sera peut-être avec nous, qui va nous rejoindre par la suite. Et Dr Karim Ifrak, qui s'est excusé, il sera avec nous dans les prochaines conférences. Nous tenons à le remercier malgré ça pour son acceptation. Il s'est excusé pour d'ordre personnel, donc il ne sera pas ici avec nous aujourd'hui. Donc, toutes ces personnes incarnent la diversité et la portée internationale d'un tel projet et d'un tel sujet. Parce qu'on voulait avoir cette diversité, cette vision internationale de la littérature française et son impact dans la littérature mondiale. Et du coup, on a pris l'exemple de la Tunisie et l'exemple du Maroc. Tout de même, je tiens à exprimer notre profonde gratitude envers le comité d'organisation qui est aujourd'hui avec nous, qui a été dévoué, qui a travaillé inlassablement pour faire de cette conférence une réussite, une réalité aussi. Leur passion pour la littérature française et leur engagement envers la diffusion de la culture littéraire sont exemplaires. Enfin, je souhaite remercier chacun d'entre vous, chers participants, pour votre présence aujourd'hui, pour votre intérêt pour ce sujet, pour contribution, bien évidemment, par la suite aux discussions qui vont être entamées, qui seront essentielles pour faire de cette conférence un moment mémorable. Ensemble, nous allons explorer la manière dont la littérature française, avec son histoire prestigieuse et son influence contemporaine aussi, continuera d'éclairer notre compréhension du monde. Que cette conférence soit l'occasion d'inspirer de nouvelles idées, de favoriser des dialogues fructueux
et de renforcer notre amour et notre appréciation pour la littérature française. Bienvenue à tous et merci de nous accompagner dans cette aventure littéraire exceptionnelle. Donc, comme premier intervenant, nous aurons avec nous Dr Mazen Chérif depuis la Tunisie. Nous tenons à le remercier vivement et chaleureusement de sa présence. Pour les personnes qui ne connaissent pas Mazen Chérif, Dr Mazen Chérif, c'est un penseur et écrivain tunisien. Il est le fondateur et président de la fondation d'Al-Manara et ses succursales dans le monde entier. Il est aussi le fondateur et président de l'Union mondiale du soufisme islamique et aussi fondateur président de l'Organisation internationale de la sécurité globale, président du Conseil mondial de l'intelligence artificielle, expert en prospective et études futures, expert en analyse des traits de caractère de la personnalité en art plastique, expert et formateur international en développement personnel, leadership et communication, ainsi dans la programmation neuronale. Il est aussi docteur en énergie vitale, docteur en arts martiaux et arts de la guerre et docteur en fondements religieux avec une spécialisation au soufisme et auteur et spécialiste en ésotérisme et aussi au soufisme. Il a participé à de nombreuses conférences et colloques nationaux et internationaux dans ces domaines de spécialisation. Il a une forte présence en matière de sensibilisation, de prospective et d'éducation à l'échelle nationale et internationale. On dit nationale, c'est que ce soit en France, en Tunisie ou au Maroc. Il a créé de nombreuses œuvres artistiques renommées, telles que Ana Mouaten, dont la musique a été interprétée par le grand artiste Lotfi Bouchnak, ainsi que des chansons Yabiladi et d'autres chansons entre autres. Il est poète, novelliste et romancier, auteur de nombreuses publications et 2 encyclopédies scientifiques. Il a écrit la fameuse série littéraire Le Maître et les Dragons, le Dévoué à Dieu et l'étranger, qui sont parmi les fameuses séries littéraires du moment. Parmi ces publications, il y a l'évidence de l'esprit, c'est la première partie, c'est une encyclopédie de 5000 pages sur le Coran et la science, et qui présente des explications scientifiques dans le cadre de la série Les Lançons de l'évidence. Il y a aussi le livre Réflexion d'un homme, et des recueils comme L'Absent et le Marié de l'eau, et les contes d'Abi al-Ana et l'échiquier. Il a un recueil de chansons d'amour d'Ashkarar, il a aussi un recueil de poésie soufie Madad, et le livre des histoires des lettres. Il a créé plus de 200 livres publiés sur son site internet et sur forme de manuscrits. Docteur Mazen Chérif, nous tenons à remercier de votre présence avec nous et je souhaite que vous preniez la parole. Docteur Mazen Chérif. Merci infiniment, Sidi Anwar. Un instant, on va tout de suite. Un instant qu'on va partager ça à l'écran ici. Bonjour tout le monde, ravi d'être parmi vous dans cette conférence sur la littérature française. Moi, j'essaie de parler en français, mais la linguistique, c'est l'arabe à l'intérieur de moi. Avant, j'écrivais la poésie française, on a bien étudié la littérature française comme des Tunisiens, donc c'est l'influence, elle est très grande, la francophonie, elle est très puissante dans notre monde et dans l'Afrique, mais on pose aujourd'hui une question très très importante sur la littérature française dans le nouveau monde. Ce monde-là qui a des nouvelles bases littéraires en anglais plus qu'en français, et l'influence dans les 2 siècles, en avant 3 siècles, 5 siècles, de la littérature française et la pensée française dans la philosophie, la littérature, les romans et la poésie, elle était très profonde à l'échelle internationale et elle a influencé la poésie arabe dans les nouveaux rythmes de poésie, la poésie libre, Sha'r al-Hurr. Donc, j'espère bien dans cette conférence qu'on va poser la question quel futur pour la langue et la littérature française, comment on peut étudier cette influence dans notre histoire et comment on peut bien l'utiliser pour mieux comprendre la pensée française
qu'elle est très immense réellement, qu'elle est très profonde et qu'elle a une influence sur des niveaux, niveau littéraire, niveau philosophique, niveau social et même la pensée scientifique. Mais je peux bien parler surtout sur la poésie française, sur le roman Molière, Victor Hugo, et aussi qu'on parle de Rousseau et Descartes, on parle d'une lumière, et ensemble, nous, dans cette union de lumière et l'association de lumière française, on doit poser les questions, on doit essayer de comprendre. Donc, c'est ça seulement que je veux parler sur ces points-là. Mais en parlant de l'âme de la langue, je veux bien parler au adab un peu pour vous dire أعانكم الله. أرجو أن هذه الندوة تكون موفقة وتدرس الثقافة الفرنسية من حيث أنها ثقافة عالمية، من حيث وجود إشكاليات اليوم لهذه الثقافة تأثيرها العالمي، وهذا يعترف به الفرنسيون أنفسهم. هذه الإشكاليات لا تعني زوال الثقافة، بل تعني أنها تواجه تحديات عالم العولمة بعد العولمة، وهذا العالم المليء بالتناقضات ربما يرنو إلى اللسان الإنجليزي بحكم السيطرة العلمية التقنية وكذلك السينمائية، ولكن تبقى الثقافة الفرنسية ثقافة عظيمة ملهمة يمكن أن تدرس تاريخيا، ويمكن كذلك أن يستفاد منها في مستقبل العالمي سواء في الجانب الثقافي والفلسفي وكذلك الأدبي. Une agréable journée pour vous tous, mes salutations de la Tunisie, et Inch'Allah on va se voir à Paris un jour, et j'espère bien être parmi vous dans une autre édition de cette très belle et très importante conférence. Merci à vous tous et à vous tous, et Inch'Allah à la prochaine fois. أترك لكم الكلمة سيدي أنور، وننتظر سماع المداخلات حول هذه الثقافة القيمة والهامة. Merci infiniment. Merci beaucoup, Dr Mazen Cherif, aussi d'avoir pris le temps et pris l'énergie de partager avec nous ce petit moment concernant la littérature française, concernant votre point de vue sur la littérature française, qu'est-ce qui se passe dans le monde entier. Nous tenons à vous remercier aussi d'avoir venir et se connecter depuis Sousse, depuis la Tunisie. Et c'est un grand moment pour nous, un grand privilège, un grand honneur aussi de vous avoir parmi nous, de partager ce moment avec nous. Merci encore. Et donc, nous avons bien évidemment, après Dr Mazen Cherif, que nous tenons à remercier depuis la Tunisie, avec nous aussi Dr Rabi Idrissi, qui est aussi le président directeur général de Success United, et aussi un des PDG des centres d'Orcode dans le monde entier. Dr Rabi Idrissi, c'est un professeur de théâtre, c'est aussi un acteur de théâtre, issu de l'atelier Mohamed, plutôt l'atelier professionnel d'art dramatique du théâtre Mohamed V, sous la direction de Monsieur Abbas Brahim du Conservatoire national de Paris. Il est aussi un expert en art et culture, et un formateur en développement personnel, et un consultant expert, comme je dis, en art et culture, et surtout un référent et juge international, et reconnu comme un leader, et il a plusieurs distinctions et contributions exceptionnelles dans l'éducation, dans la propriété intellectuelle et aussi dans la littérature. Dr Rabi Idrissi, c'est aussi un expert certifié en mind mapping, créativité et innovation par feu Tony Bozan. Il a réalisé plusieurs pièces théâtrales, entre autres l'opérette Youssef paix sur lui, et aussi Le Citoyen Creux, Lettres de la Prairie, et il a participé à des dizaines, plutôt des centaines de pièces théâtrales, que ce soit en tant qu'acteur, en tant que scénariste ou en tant que réalisateur. Il a aussi plusieurs scénarios théâtrales qui sont connus au Maroc et dans le monde entier, comme Un appel égaré, et aussi Le Royaume des enfants, et un scénario qui est connu, La Volonté, et surtout un scénario qui est un adapte des lectures et de l'encyclopédie de Dr Mazen Cherif, qui s'appelle Les amoureux de la passion et du raffinement.
Docteur Rabih Al-Idrissi, il a aussi plusieurs livres en développement personnel, entre autres La confiance, le pouvoir de la confiance, l'étude sur la peur et les médias dans le Coran. Donc merci beaucoup, Docteur Rabih, d'être avec nous aujourd'hui et de participer avec nous aujourd'hui. Bien évidemment, c'est juste une partie littéraire et artistique que j'ai présentée aujourd'hui. Entre autres, Dr Rabih Al-Idrissi, c'est aussi un businessman et c'est très connu au niveau du monde et aussi un sénateur de la Jeune Chambre internationale. Et il a participé à des centaines d'événements dans le monde entier, que ce soit dans des événements de management, de gestion et de la jeunesse aussi. Merci, Dr Rabih Al-Idrissi. Donc, je vous donne la parole. À vous, bien évidemment, à vous la parole. Merci, Monsieur Anwar Eish. Merci pour notre cher et Dr Mazin Sharif, le créateur de cet rassemblement artistique. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. إذن ستكون هذه أول محاضرة لي بالفرنسية مع الإخوة الحاضرين، وبحكم تجربتي المسرحية حاولت أن أعد هذه الورقة بالفرنسية، وأعتذر مسبقا عن احتمال الأخطاء الواقعة بحكم أنني أرابوفون. بسم الله مجراها ومرساها. J'espère que l'image est claire. Oui, il est clair, effectivement. Okay. Alors, c'est la littérature française et son impact sur la culture marocaine. Par exemple, le théâtre comme module. Merci d'abord pour l'association du Mur de m'avoir invité comme conférencier avec le thème général intéressant. C'est un thème qui est vraiment très intéressant pour le rayonnement de la littérature française et son impact mondial. Pour moi, la littérature française est l'expérience artistique et linguistique qui a émergé en France et a proposé à travers les époques. Elle englobe une vaste gamme d'ouvertures littérature allant de moyen âge jusqu'à nos jours. La littérature française se déverse dans ces genres, comprendre le roman, la poésie, le théâtre et l'essai. Par exemple, les écrivains français les plus célèbres à travers les âges, c'est comme François Robert, Molière, Voltaire et plusieurs écrivains d'autres comme Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Marcel et plusieurs d'autres. Le théâtre classique français et le rôle de Molière. L'influence du théâtre classique français, en particulier les œuvres de Molière sur le développement du théâtre et de la littérature française avec des valeurs enracinées dans la culture. L'importance de Molière réside dans sa capacité à représenter la vie quotidienne et les problèmes sociaux de manière captivante et humoristique. Cette approche artistique a contribué à renforcer la compréhension du public des valeurs, des concepts sociaux de l'époque. Son impact s'est également manifesté dans la mise en lumière des questions de justice sociale et dans l'adaptation d'une approche constructive de la critique. Le théâtre de Molière est l'un des plus grands théâtres de l'histoire française et mondiale. Jean-Baptiste Poquelin, connu sous le nom de Molière, était un acteur créatif et un comédien génial, né à l'époque baroque en France. Molière a dirigé célèbre troupe, la troupe de Molière, où il a écrit et joué de nombreuses comédies classiques. Son théâtre se distingue par son caractère comique, satirique et rapide, utilisant habilement la langue française pour se moquer de la société et de ses coutumes. Molière est abordé dans ses pièces une variété de gestes allant de la satire de la société et de coutumes aux commentaires sur les questions sociales et culturelles.
Alors, les thèmes explorés par Molière, c'est comme les classes sociales, la noblesse, le mariage et les relations amoureuses, etc. À travers ces thèmes, Molière a offert des perspectives aiguisées et contemporaines dans le domaine de la comédie. Comme exemple, l'Avare de 1808, l'Avare dans son ensemble est d'une comédie de meurtre. Il s'agit pour Molière de critique et de dénoncer, de critiquer et de dénoncer de façon légère les bourgeois attirés par leur fortune. L'écrivain marocain qui ont brillé dans la langue de Molière. Les écrivains marocains comme Idriss Chaibi, c'est l'un des écrivains marocains francophones les plus célèbres. Il est né dans les années 1920 à Jadida. Il a étudié dans un lycée français à Casablanca, puis il a suivi les études de chimie à Paris après avoir obtenu son baccalauréat. Abdelatif Laïdi est né à Fès, l'ancien en littérature française, a travaillé comme enseignant dans le début des années 1970. Il a été arrêté avec un groupe de jeunes de gauche avant d'être libéré en 1980. Au milieu des années 1980, il s'est installé en France où il a vécu pendant de nombreuses années avant de retourner au Maroc. Tahar Ben Jelloul, né à Fès, puis déménagé à Tanger, où il a poursuivi ses études. Il a étudié la philosophie et est devenu enseignant dans ce domaine. Fouad Laroui, écrivain marocain, né à la fin des années 1950 à Oujda, à l'est du Maroc, étudié au lycée l'OIT de Casablanca avant de rejoindre l'école des ponts à chaussée à Paris. La structure au Maroc propose sur le narrateur qui raconte une histoire similaire, monologue théâtral. La narration dans cette forme de spectacle est sous forme de zajal, une poésie dialecte marocain. Par exemple, Ahmed Tayyib El-Alij était un poète renommé dans le genre du zajal marocain. Lorsqu'il a embrassé le théâtre, El-Alij a été influencé par Molière, adaptant la même structure générale et un schéma narratif complexe basé sur des nœuds et des dénouements. Molière du Maroc, c'était ainsi que El-Alij a été surnommé Molière du Maroc. Ahmed Tayyib El-Alij, né le 9 septembre 1928, il a décédé le 1er décembre 2012. Comme certains préfèrent l'appeler le Molière du Maroc, fut une figure éminente du théâtre marocain, incarnant les rôles de poète, écrivain, interprète, de zajal et acteur. Artiste, haute audience, il n'a jamais suivi éducation formelle, mais était passionné par le récit et préservait les traditions orales. Grandissant entre les villes historiques de Fès et Marrakech, El-Alij a travaillé comme acteur et fonctionnaire au ministère de l'Information. Il a également été directeur du département des arts populaires au théâtre Mohamed V. À Rabat, en 1960, il a participé à une formation de théâtre des Nations à Paris. Le metteur en scène et artiste théâtral marocain Taïb Seddiqi a contribué à la promotion du théâtre marocain tant en Europe qu'en dans le monde arabe. Né en 1937 à Saouira au Maroc, dans une famille de lettrés, Seddiqi a fait ses études primaires dans sa ville natale, a obtenu son baccalauréat à Casablanca, puis est parti en France à l'âge de 16 ans pour poursuivre ses études. Il a obtenu une licence en lettres et a suivi une formation théâtrale avant de revenir dans son pays pour reprendre son activité artistique. Taïb Seddiqi a travaillé comme acteur de théâtre, de cinéma et a formé plusieurs troupes théâtrales. Il a été directeur artistique du théâtre national Mohamed V à Rabat, puis directeur du théâtre
municipal de Casablanca. Hassan Lemni'i, un critique de théâtre, déclare: si Al-Siddiqi a embrassé les soucis des travailleurs et des travailleuses à travers son expérience dans le théâtre ouvrier, il a abandonné cette expérience pour plonger dans les méandres et les rations qui consacrent la dépendance à l'océan. De même, l'Alej s'est émergé dans s'extrait qui concernant les conditions existence et l'idéologie traditionnelle à travers la sentimentalisation, la crèche du public et chahouillement des six sensations sont déperturbés. Pendant la période où Al-Siddiqi traitait du théâtre ouvrier, le Maroc n'était pas un pays industriel, mais plutôt agraire avec des industries traditionnelles exercées de manière individuelle plutôt que collective. Pour cette raison, Al-Siddiqi s'est détourné vers le théâtre de l'irrationnel à la recherche d'autres formes de soulagement où il pouvait retrouver son identité. L'ouverture de l'écriture dramatique au Maroc et son ancrage de la théorie ainsi que son enrichissement par les formes théâtrales occidentales ont permis aux dramaturges marocains de dépasser le texte traditionnel unidimensionnel. Ils ont élaboré des textes visionnaires qui englobent divers espaces et introduisent de nouvelles lectures qui ne se limitent pas à la dimension littéraire, mais évoquent des images, des symboles et des imaginations. Cela a rendu ces œuvres flexibles dans les mains du metteur en scène, partout de leur structure dramatique basée sur les compositions et les directives de mise en scène. D'après les propos de Dr Lemni'i, que la littérature dramatique au Maroc est passée d'un texte unitemporel, unispatial et centré sur un personnage principal narrateur d'une histoire et un texte multidimensionnel, multispatial et multitemporel, avec une diversité de personnages. La structure de l'écriture au Maroc repose sur le narrateur qui raconte une histoire similaire à un monologue théâtral. Le théâtre marocain adoptait le format de l'halqa, une forme de divertissement marocain remontant au XIXe siècle, débutant à Marrakech, la place de Jam' el-Fna, avant de se reprendre dans d'autres villes au Maroc. Abbas Brahim était un artiste marocain dont les parcours professionnels a débuté de l'Institut national de musique, de danse et d'art dramatique à Rabat au cours de la saison 1961 jusqu'à 1962, pendant plus de 5 ans. Il a appris le théâtre sous la direction d'instructeurs éminents tels que Mohamed Saïd Afifi, Farid Mbarak, Abdullah Shkroun et Ahmed Tayyib Alej et le Hashmi Ben Amr. Il a cofondé le groupe de théâtre Petit Masque au début des années 1970 avec Abdel Mbarak et Abdelatif Dchraoui. Parmi les œuvres notables dirigées par Ibrahim, c'était l'association de la plante grise d'Ahmed Gouma en 1985. Il a tombé et nous l'avons réparé en 1986, étrangère d'Abdelkbir Ben Biche et plusieurs pièces théâtrales. A introduit la formation professionnelle dans le théâtre marocain, comblant fossé entre les connaissances théoriques et appliquées pratiques de nombreuses figures immenses de théâtre marocain, dont Rachid Louali, Mohamed Khouye, Hassan Mekias, Abdelkbir Gagna, Abdelkbir et Mustafa Mzouar, Rabi Idrissi, Abdelrahim Allam, Sabira Houat et bien d'autres
ont bénéficié de la formation académique efficace de Abbas Brahim. Son expérience à l'étranger en France a enrichi sa compréhension du véritable rôle du théâtre et l'a doté d'outils pour aborder les problèmes marocains dans un style marocain, mêlant le côté académique du théâtre français avec le performance populaire marocain, présentant des productions uniques respectant les normes artistiques mondiales, tout en transmettant des thèmes marocains authentiques. L'expérience théâtrale de Abbas Brahim a révélé l'aspect authentique de la fertilisation quasi-culturelle, combinant le théâtre académique français avec les formes théâtrales populaires marocaines. Ces produits uniques ont contribué à la scène artistique mondiale tout en abordant de vrais problèmes marocains dans un style marocain distinctif. Le théâtre Abbas Brahim, le programme de formation d'Abbas Brahim s'étale sur 3 zones avec une pratique quotidienne de la performance théâtrale. Le circuit ouvre la présentation des textes issus des théâtres mondiaux, y compris français, italien et anglais. La formation comprend des expériences physiques, de l'improvisation, et chaque élève doit présenter un scène théâtral complète, interprétant le texte à travers la performance sans altérer son contenu. Cette initiative éducative établie par Abbas Brahim de 2001 jusqu'à 2004 a continué jusqu'à la fin de sa carrière 15 novembre 2009 en France, et il a travaillé avec les étudiants en acteur et assistant de la formation malgré sa lutte contre la maladie depuis 2007. Il a voyagé entre la France pour les soins médicaux et retourné au Maroc pour superviser les affaires des formations théâtrales au théâtre Mohamed VI. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Rabih Idrissi, pour cette présentation, aussi pour cet héritage de l'impact de la littérature française à la littérature mondiale, l'exemple marocain par exemple, surtout dans l'aspect théâtral. Et docteur Rabih nous a donné plein d'exemples, aussi plein de personnalités qui ont été impactées par la littérature française, et avec des noms qui sont très connus au Maroc, et des personnalités très connues au Maroc dans la sphère artistique marocaine, et qui a permis aussi à donner des exemples comme Molière, comment l'impact des livres de Molière, aussi de la littérature axée sur les récits de Molière ont impacté le théâtre marocain. Et docteur Rabih Idrissi, c'est aussi un professeur de théâtre, il emploie toujours Molière, les récits de Molière dans les exercices théâtrales, l'improvisation théâtrale. Ça n'empêche que le théâtre est très influencé par les littératures. Et des fois, on ne trouve pas la différence entre des récits littéraires théâtrales avec des récits littéraires qui sont classiques. Et docteur Rabih Idrissi, c'est un expert de cette transformation de la littérature classique à une littérature littéraire pour avoir une pièce théâtrale avant d'aller vers l'aspect du scénario théâtral. En tout cas, nous tenons à remercier le docteur Rabih Idrissi pour cette présentation et pour son effort de se connecter depuis le Maroc, précisément à Rabat, et de nous donner cet exemple-là, de nous éclaircir sur plusieurs aspects. C'était plus sincèrement une formation pour nous et plein de connaissances plus que d'informations sur la littérature, sur l'impact de la littérature française. Et merci beaucoup, docteur Rabih Idrissi. J'espère que vous allez rester avec nous pour les prochaines conférences. Merci encore. Merci, je suis avec vous. Super. Donc maintenant, on va passer au docteur Bassem Belkhiria, qu'on tient à remercier, monsieur Bassem Belkhiria, qu'on tient à remercier aussi d'être présent avec nous aujourd'hui à Paris, depuis Marseille. Il vient directement de Marseille pour assister avec nous aujourd'hui à cette grande conférence. Docteur Bassem Belkhiria, c'est un professeur chargé d'enseignement de Master 2 à l'Université de Paris 12. Et aussi un expert, c'est un passionné de littérature française, et c'est aussi un expert en évaluation mobilière, certifié de Tegova.
et membre titulaire de l'Institut français de l'expertise immobilière, membre de la Compagnie nationale des experts immobiliers et membre partenaire de la Compagnie nationale des experts de justice en estimation immobilière. Et surtout, il est le vice-président de l'Association des Lumières françaises, qu'on tient à remercier encore une fois le docteur Bassim Belkhelia d'être avec nous aujourd'hui. Donc, Monsieur Bassim, à vous la parole. Je vais essayer de présenter aussi au même moment la présentation avec docteur Rabia et docteur Mazen à distance, comme ça, et Bassim va présenter sa présentation pour sa part. Alors. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Anouar Yahish. Je tiens à saluer tous ceux qui sont présents ici. Merci d'être venus pour cette conférence littéraire. Je tiens à remercier également Dr Mazen Cherif et Dr Rabia Adrissi pour leur imminente présentation concernant ce sujet qui est très important de nos jours, ce qui est en train de se passer géopolitiquement parlant. Et là, en fait, on est en train de rallier et faire jouer cet art et cette littérature et son importance dans notre vie quotidienne et son impact dans le monde. Aujourd'hui, ça va être une présentation plutôt académique, puisque je viens de l'université, donc voilà, ça va être plutôt comme un cours magistral par rapport à la littérature française. C'est quoi la littérature française, son rayonnement, et pourquoi pas avoir des idées sur son avenir. On va débuter par une définition générale, puis, comme on avait dit, on traitera les autres points. Donc, qu'est-ce que la littérature? Ce qu'il faut savoir, c'est que la littérature, il n'y a pas tellement de définition exacte. C'est-à-dire qu'il y en a qui considèrent que la littérature en soi n'a pas de définition. Et d'autres considèrent que vraiment c'est l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît une valeur esthétique. Donc en soi, c'est un art. Il exprime un idéal de beauté. Donc grâce aux productions littéraires, ça permet de manifester des émotions et révéler aux lecteurs ou aux auditeurs ce qu'une personne a dans le cœur. Ça a un rôle également sociétal. Donc ça permet et ça vise à éduquer, à communiquer des pensées, à influencer et même à séduire. La littérature peut être considérée du point de vue du pays, de l'époque et du milieu dans lequel c'est rédigé, et elle s'inscrit également dans le genre auquel elle appartient. La littérature est considérée également comme une activité de l'esprit par lequel un auteur, usant du langage écrit comme d'un moyen de création artistique, transmet les fruits de son imagination. En résumé, la littérature est un aspect particulier de la communication verbale, orale ou écrite, qui met en jeu une exploitation des ressources de la langue pour multiplier les effets sur le destinataire, qu'il soit lecteur ou auditeur. Il y a eu plusieurs courants littéraires, donc en commençant par l'humanisme entre 1513 et 1570, la Pléiade 1549-1570, le baroque, le classicisme, l'époque aussi des Lumières, comme notre association, le romantisme, le réalisme, le naturalisme, le symbolisme, le Parnasse. Il y a là le courant du classicisme, c'est 1650-1700. En fait, là, on reconnaît que déjà, il y a eu trois imminents
disons, participants, et surtout des écrivains, des philosophes comme Molière, il y a une règle qui est très très importante à cette époque-là, quand on parle de la définition vraiment d'un produit littéraire ou bien d'une œuvre littéraire. Il y avait l'obligation d'avoir la règle des 3 unités. La règle des 3 unités, c'est l'unité d'action. L'histoire tourne autour d'une nouvelle intrigue principale. Il n'y a pas d'intrigue secondaire. L'unité de lieu, l'histoire se passe dans un seul lieu. Et l'unité de temps, exemple, la durée de la pièce correspond à la durée de l'intrigue. Autrement dit, si la pièce dure 2 heures, l'histoire se déroule sur 2 heures. Donc là, on voit la photo de Molière, Blaise Pascal et Jean Racine, plus exactement, qui étaient des éminents philosophes et artistes, et surtout des écrivains de cette période. C'est pourquoi au XVIIe siècle, on privilégie la tragédie et on rejette le roman, par opposition au XIXe siècle, où on favorisait le roman et on répugnait la rigidité du classicisme. Je prends un autre exemple également, à savoir le courant des Lumières. Donc, en fait, cette époque, c'est plus un mouvement intellectuel européen qu'autre chose. C'est un mouvement littéraire et philosophique. Donc il s'est développé courant le XVIIIe siècle et se fonde sur la raison, indispensable pour lutter contre l'obscurantisme et l'intolérance et accéder au bonheur, à la connaissance et à la liberté. Donc le mouvement des Lumières, il a adopté des valeurs essentielles défendu par les hommes des Lumières dans toute l'Europe, dont, disons, à cette époque-là, il manquait de tolérance et de liberté et d'égalité, et eux, ils œuvraient pour ça. Donc ces valeurs débouchent en Angleterre, en Amérique et en France sur la définition de nouveaux droits naturels et sur une séparation des pouvoirs politiques. Donc là, on voit Montesquieu, qui est en haut à droite, il y a Jean-Jacques Rousseau également, qui était à cette période, et Diderot également. On peut remarquer également qu'il y a plusieurs genres dans la littérature. Là, on va voir les 5 principaux genres littéraires. Il y a le genre narratif, et ça désigne tous les textes narratifs en soi. Le genre poétique, ça c'est tout ce qui est les poèmes composés de vers ou bien de prose rythmée. Le genre théâtral, donc tous les textes destinés à être représentés sur une scène, tous les théâtres, comme Molière par exemple. Le genre argumentatif, ça c'est un ensemble de textes, développement des idées et des opinions. Le genre épistolaire, ça c'est tous les textes destinés à une personne particulière. Le genre narratif, on peut citer Balzac, Maupassant, Victor Hugo ou bien Jules Verne. Les textes de ce genre sont avant tout le support d'une histoire structurée par des péripéties, des événements, une intrigue, la résolution du problème et une fin. Le schéma narratif est totalement identifiable, ainsi que le rôle de chaque personnage dans l'histoire. Les récits permettent également de bien distinguer le cadre spatio-temporel, le statut des narrateurs, ainsi que le point de vue narratif et les différents discours. Cela peut être un discours direct, indirect, indirect libre ou omniscient. Le genre narratif se distingue également par l'écriture en prose et en longueur plus ou moins conséquente. Il y a également dans le genre narratif
il y a l'anecdote. Ça, c'est un petit récit qui vaut par l'intérêt piquant qu'il procure. Apologue, petit récit illustrant une leçon morale. Autobiographie, on connaît bien, c'est plus un récit de la vie d'un auteur, écrit par l'auteur lui-même, généralement. Une biographie, ça c'est le récit de la vie d'une personne également. Chronique, ça c'est un récit historique qui suit l'ordre du temps. Les contes également, ça c'est des récits assez courts d'événements imaginaires et présentés comme tels. Les épopées également, ça c'est des poèmes narratifs qui chantent les exploits des guerriers. De l'héros, hors du commun, le merveilleux, il joue un rôle et les héros sont dénués. Il y a également la fiction, donc tout récit de faits non réels. Il y a également le journal. Donc en parlant de fiction, j'ouvre une petite parenthèse par rapport aux romans qui ont été publiés dernièrement, comme la trilogie de Dr Mazen Sherif que je salue, à savoir c'est Le Maître et le Dragon, Le Dévoué de Dieu et L'étranger. Donc c'est une trilogie qui est exceptionnelle et en fait c'est un mélange entre plusieurs genres, ce qui est assez rare. Donc ça sera bientôt traduit en français et je vous invite à lire cette trilogie qui est exceptionnelle. Après, il y a le journal, c'est un récit au jour le jour. Une légende, c'est un récit oral, populaire et merveilleux d'un événement héroïque ou divin. Les mythes, ça c'est un récit symbolique qui met en scène des héros et donne une explication au monde. Et surtout, une explication du monde. Les nouvelles, c'est des récits assez courts en prose. Les romans, récits longs en prose. On peut distinguer plusieurs types de romans. Réalistes, historiques, psychologiques, fantastiques, science-fiction, policiers, ou bien par lettres. Après le genre narratif, nous avons le genre poétique. Écrire de la poésie est tout un art et demande beaucoup d'entraînement. Pour découvrir ou redécouvrir ce genre littéraire, je vous invite à lire du Rimbaud, Verlaine, Prévert, Musset ou Aragon. La poésie est un genre littéraire très ancien, caractérisé par la rédaction en vers, faisant sonner le texte grâce à des alexandrins ou autres petites astuces de rédaction. Les textes sont ainsi chantants et expriment des sentiments sur une situation, un paysage ou une personne. Donc là, on peut voir un nombre assez important d'écrivains et de philosophes qui ont fait partie de plusieurs époques, comme le surréalisme. Là, on peut apercevoir, il y a Louise Labbé, il y a Anna de Noailles, il y a Elisa Marker. Donc, il y a André Chédid également, 1920-2011, c'est du réalisme, surréalisme. Il y a également, on peut voir Victor Hugo, ça c'est l'époque du romantisme. Également, il y a Rimbaud, là c'est plus un courant de symbolisme. Donc, on voit que vraiment il y a plusieurs courants qui ont traversé les âges et les temps. Ça pourrait être également, ça on l'a vu, oui tout à fait, c'est le genre poétique. Le genre poétique, c'est le cœur même et le sens même de la chanson. Donc c'est un texte en vers destiné à être chanté et composé en général de couplets et de refrains.
Il y a la fable également, petit récit souvent en vers, accompagné d'une moralité. Il y a la ballade, c'est un poème médiéval à forme fixe. Calligramme, ça c'est un poème dont la disposition des mots forme un dessin. Chant royal, c'est une ancienne pièce de poésie. L'élégie, ça c'est une forme de poème venu de l'Antiquité, c'est très très ancien. L'épigramme, ça c'est une inscription posée sur les monuments et statues, c'est ce qu'on voit quand on visite les grandes capitales et surtout Paris. Épopée, ça c'est un long poème sur les aventures d'un héros. Et la phatrasie, ça c'est un genre littéraire du Moyen-Âge. Donc il y a également, on peut voir l'épigramme, l'épopée, ça c'est la phatrasie, le gazelle c'est le razal en arabe, et ode. Il y a également le genre théâtral, ça c'est l'écriture en dialogue, c'est caractérisé par cette écriture, le texte est avant tout destiné à être joué. Le texte précise notamment les positions du comédien, le ton de la voix, les départs des personnages d'une scène à l'autre. Il s'agit d'un véritable guide. C'est un mode d'emploi en fait. C'est un guide pour le comédien. Molière est certainement le plus grand représentant du genre. Donc là, j'ai mis la photo de docteur Rabi Adressi parce qu'il a joué pas mal de pièces pour faire honneur à ses présentations et aux pièces théâtrales qu'il a jouées pour Molière, à savoir c'était des pièces qui ont été écrites par Molière et ça a été adapté vraiment à la culture orientale, donc d'où ce choix. Et là, on parle de différents genres également théâtrales. C'est la comédie, c'est une pièce de théâtre qui met en scène des personnages de conditions moyennes et des événements communs qui se terminent bien et dont le but est de faire rire. Il y a aussi le drame, donc c'est le style dramatique, c'est toute pièce de théâtre, c'est, disons, un auteur de théâtre est un dramaturge en soi. Il y a la farce, c'est une petite pièce de théâtre d'un comique volontairement primaire et grossier. Il y a le mélodrame, ça c'est un drame populaire dont l'intrigue est invraisemblable et dans lequel tout est outrancier et vise à faire pleurer. Il y a la tragédie également, qui est une pièce de théâtre dans laquelle les héros sont de rang élevé. Donc, les genres théâtrales au XVIIe siècle, on peut regarder, visionner, si on peut dire ça, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il y en a pas mal de théâtres qui proposent ça, et surtout des comédiens qui jouent ces pièces, comme celle de Pierre Corneille, l'illusion comique, le Cid, le baroque. Il y a Jean Racine également, par le Bérénice, c'était en 1670, Phèdre en 1677, et c'était le courant du classicisme. Pendant le XVIIIe siècle, là, ils ont connu Diderot, avec le fils naturel, le père de famille, et ça, c'était pendant le courant des Lumières. Pierre-Auguste Caron de Beaumarchais, lui, en fait, c'était le Barbier de Séville qu'il a écrit, c'était une trilogie. Et pendant le 19e siècle, c'est Alexandre Dumas, le père, bien sûr, et il a écrit Henri III et sa cour, et c'était l'époque pré-romantique. C'est important aussi de soulever et de rappeler qu'il y a des artistes d'origine étrangère qui ont rédigé également des pièces de théâtre en français. Yasmina Reza,
Il est né en 1959. Il est d'origine iranienne, russe et Hongrie également. Donc, une conversation après un enterrement. Elle a eu plusieurs prix, dont le Grand Prix du théâtre de l'Académie française. Et il y a également Wajdi Mouad, qui est d'origine libanaise, qui a écrit la pièce qui s'appelle Ciel, au pluriel, Forêt également. Il a eu également plusieurs prix, dont le Grand Prix du théâtre de l'Académie française, et c'était en 2009. Le genre argumentatif, ça sert à transmettre des idées, et surtout à convaincre le lecteur. L'auteur utilise alors des arguments précis, ou bien les sentiments, afin de toucher les différents lecteurs, des idées et les argumentations. Voilà la structure de base d'un texte argumentatif. Donc, des exemples de genre argumentatif, il y a l'aphorisme, c'est la sentence très courte qui résume une idée. L'apologie, discours écrit visant à défendre, justifier une personne ou une doctrine. Un discours en fait c'est développement oratoire prononcé devant un groupe de personnes. Il y a l'essai, et ça c'est un ouvrage de réflexion de forme très libre. Il y a le pamphlet, ça c'est un texte polémique qui attaque violemment une personne. Il y a l'utopie, c'est une conception imaginaire d'une société idéale. On dit qu'une personne utopique, idéaliste. Donc il y a le serment, ça c'est un discours de prédication prononcé dans des circonstances religieuses. Le dernier genre, c'est le genre épistolaire, et ça c'est plus un échange entre destinataires, et le contenu peut aussi bien être des confidences qu'un texte d'argumentation, ou bien un texte très formel. Il y a la lettre, on la connaît, c'est un échange de courrier entre deux personnes. L'épître, ça c'est un court traité philosophique ou religieux, exposé sous forme épistolaire. Après cette définition assez approfondie de la littérature française, on va passer au rayonnement de cette littérature. Et l'histoire, donc, ce qui se passe, c'est que la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui a amené ces auteurs qui sont non français à écrire avec cette langue qui est quand même assez rayonnante et qui a connu, on peut dire ça, qui a émergé par la francophonie. C'est là où on parle de la francophonie. La francophonie, c'était quoi? Au début, c'était une idée. C'était une idée entre des présidents. Léopold Sédar Senghor, du Sénégal, Amani Dior, du Niger, Habib Bourguiba, de la Tunisie, Norodom Sihanouk, du Cambodge, et ça a été créé le 20 mars 1970 au Niger. Donc la francophonie est à l'origine, en fait, c'était une idée. Comme disait Sédar Senghor, dans les décombres du colonialisme, nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue française. Aujourd'hui, il y a 320 millions de francophones dans le monde. C'est la langue officielle de 29 pays, 88 États, 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs. La littérature écrite en langue française par les personnes d'autres pays, tels que la Belgique, la Suisse, le Canada, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, le Vietnam, ça se réfère à la littérature francophone. Son histoire commence en ancien français,
au Moyen-Âge, comme on l'a vu, et se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Donc la francophonie en soi, c'est à l'origine, comme on l'avait dit, c'était une idée avant tout. Pourquoi on parle de francophonie? Parce que sans la francophonie, il n'y aurait pas eu, en grande partie, cette exportation, ce rayonnement de la littérature française. C'est quoi les objectifs de cette francophonie? C'est surtout promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, développer la coopération économique au service du développement durable. Donc l'impact de la francophonie, il est plus linguistique. Pardon. Et ça, ça impacte la famille en soi. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, même généralement en Afrique du Nord, c'est qu'il y a énormément de familles qui parlent en français. Je veux dire, c'est devenu un réflexe. On peut dire ça, c'est plus un héritage qu'autre chose. Également, dans les livres, dans les écoles, il y a un transfert, il y a une transmission en fait de cette littérature française. Juste une grande parenthèse. Il y a les médias également, les médias en français, tout ce qui est chaînes françaises, et même il y a des chaînes qui sont dédiées à des cours en français, ça c'est plus en Afrique. Il y a l'administration également. L'administration, il y a pas mal de documents qui sont en français dans pas mal de pays. L'impact de la francophonie, c'est culturel également, donc littéraire, artistique. Il y a des écrivains francophones, en fait, culturels et littéraires et artistiques. Ce qu'on peut dire, c'est que la littérature française a eu un impact considérable dans le monde. Ça, c'est clair et net, sur plusieurs niveaux. Le siècle des Lumières, ce siècle-là, a été une période de renouveau intellectuel et culturel qui a pris racine en France et s'est étendu en Europe. Les idées et les pensées émergentes de cette époque, véhiculées par la littérature, ont été les ferments de la Révolution française. L'encyclopédie également, l'encyclopédie française, dirigée par d'Alembert et Diderot, a été une œuvre majeure du siècle des Lumières. Elle visait à consigner la somme des connaissances de l'époque et a eu un impact significatif sur la diffusion des idées. La littérature monde, ça c'est une nouvelle notion et qui a émergé et qui a donc cette notion de littérature monde, elle a émergé comme une réponse à la mondialisation. Elle récuse les émois minuscules que ressent et met en scène le microcosme parisien et propose que le roman doit être un atlas du monde. Et le XXe siècle, ça c'est la littérature française, elle a continué quand même à influencer le monde. Les écrivains francophones étrangers, ou binationaux, comme Amin Malouf du Liban, Atik Ramin, ça c'est l'Afghanistan, Yasmina Kadra, qui est un écrivain éminent algérien, Kimo Puccino, franco-malien, et Gaël Faye, franco-rwandais. L'impact, l'avenir de la littérature française. Bon, on peut dire que malheureusement il y a un déclin de la francophonie, et ça c'est depuis l'empire colonial. Donc, auparavant il y avait la Louisiane, Guyane, Haïti, l'Afrique également,
pas mal de pays africains, l'Inde, Vietnam. Donc, il y a un retour aux langues d'origine depuis l'indépendance. Il y a la guerre de 7 ans, vient mettre un coup d'arrêt à la francophonie en Asie, aux Amériques, dont on ne voit plus que les miettes. On n'oublie pas aussi, il y a un point très important, c'est que le français, c'était auparavant la langue de la diplomatie. Elle était très utilisée, mais aujourd'hui, il y a un recul net de cette langue par rapport à l'anglais. Donc le français est une ancienne lingua franca, diplomatique, c'est une francophonie des élites. Ça, c'est au début du XXe siècle. Et après, ça s'est rétréci, si on peut dire ça, par rapport, et s'est retrouvé substitué par l'anglais. Après la Deuxième Guerre mondiale et la guerre froide, il y a une perte de vitesse. Et même une substitution. Donc cette perte de vitesse de la francophonie, sur plusieurs siècles, non pas en termes de nombre de locuteurs, mais en termes de pourcentage en fait, c'est plus en termes de pourcentage des locuteurs dans la population mondiale et en termes de soft power sur le monde. Il s'agit de la 4e langue la plus parlée du continent, après l'anglais, le russe et l'allemand. 3 langues davantage choisies par les élèves européens. Cependant, avec son rôle diplomatique historique et le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, elle devient la 2e langue maternelle la plus parlée en Union européenne et elle est vue comme la langue administrative principale. Il ne faut pas oublier également qu'il y a eu l'abandon du français au Rwanda en 2010 et récemment en Algérie. Et aussi, il y a les nouvelles technologies, là où on lit de moins en moins. Mais n'oublions pas un point très important, c'est que en fait, c'est un héritage et c'est un ancrage psychologique, quoi qu'on dise. Et c'est un héritage colonial. Donc, la littérature en soi, elle demeure, elle restera indémodable. On peut citer quelques ouvrages, moi j'ai appelé les incontournables, Madame Bovary, Le Rouge et le Noir, Les Fleurs du Mal, Charles Baudelaire, Candide de Voltaire, Les Misérables, Victor Hugo, et Aurélien, Louis Aragon. Il y a également Aurélien Balzac, La peau de chagrin. Et pour finir, en beauté, rien de plus beau que citer une fable de La Fontaine. Les fables ne sont pas ce qu'elles semblent être. Le plus simple animal nous y tient lieu de maître. Une morale nue apporte de l'ennui. Le conte fait passer le précepte avec lui. En ces sortes de feintes, il faut instruire et plaire. Et compter pour compter me semble peu d'affaires. Merci pour votre attention. Merci Dr Bassem Belkhilia pour cette présentation et aussi pour la pertinence. C'est vraiment un cours dans la littérature française et aussi un cours dans ce voyage-là de la littérature française, bien évidemment. Donc, merci beaucoup encore une fois, Sidi Bassem Belkhilia, pour cette présentation, aussi pour la pertinence. C'est ce qui est important dans la littérature française, c'est cette profondeur que tu as présenté, aussi cette dimension. Il y a beaucoup de complexité, certes, pour comprendre les genres littéraires, comme tu as expliqué, mais aussi une beauté littéraire sur laquelle repose cette complexité-là. Encore une fois, merci beaucoup, Sidi Bassem, pour cette magnifique présentation. Donc, mesdames et messieurs, on va partir à une autre présentation un petit peu en relation avec le développement personnel, la littérature, l'impact
de la littérature française sur le développement de soi-même, parce qu'on se pose toujours la question pourquoi on doit lire, pourquoi on doit s'intéresser à la littérature française, et c'est des choses que le grand public se pose à chaque fois et à chaque moment. Est-ce qu'on doit lire, est-ce qu'on doit, comment on va lire, quel est l'intérêt de lire une histoire dans ce sens-là? Voilà, par rapport à cette littérature, la littérature française et le développement personnel, là c'est une forme de mind mapping sur laquelle on va se reposer sur 5 aspects. C'est la littérature et la réflexion intérieure, comment on va être plutôt, comment la lecture favorise la réflexion et surtout l'introspection. Et aussi un autre thème qui est très intéressant, c'est le renforcement de l'imagination, c'est cette évasion de soi dans une littérature pour qu'on puisse lire. Et surtout, il y a la partie empathie, parce que des fois, quand on est dans un livre, on suit un livre, on suit les personnages d'un livre, on est dans l'empathie. C'est très important pour ce qu'on appelle l'intelligence sociale et l'intelligence émotionnelle de soi-même. Il y a aussi les 5 leçons à tirer, ou plutôt plusieurs leçons à tirer de la littérature française, et lire pour se développer. Donc, on va essayer un petit peu de détailler tous ces aspects-là de la littérature française et le développement personnel. Ce sont 5 aspects, il y en a d'autres bien évidemment. Sincèrement, pour la littérature, plutôt pour la partie littérature et réflexion intérieure, toujours la littérature nous invite à explorer les profondeurs de notre propre âme. Lorsque nous nous plongeons dans un livre, par exemple, nous sommes en réalité en train d'explorer notre sentiment, notre psyché, d'explorer notre propre... c'est-à-dire les personnages ou leurs dilemmes, leurs triomphes, leurs échecs nous rappellent souvent que nos propres expériences à nous. C'est-à-dire la littérature, il offre cet espace-là où chacun peut réfléchir à ses émotions, à se poser des questions. Par exemple, sur l'exemple de l'étranger d'Albert Camus, il y a cette invitation à explorer le sentiment intérieur du protagoniste, le morceau. Je sais pas, par exemple, l'étranger, il est très connu dans la littérature française. C'est cette action-là qui va nous permettre vraiment à percevoir le monde, comment il réfléchit sur ses propres croyances. Et en même temps, à nous-mêmes, de nous réfléchir, de penser sur ces croyances-là, sur la question de l'existence, sur la morale, sur la responsabilité personnelle suscitée. Ce sont des thèmes très importants de l'être humain. C'est ces questions-là qui vont permettre, nous, en tant qu'être humain, de se développer à travers la lecture de ces livres. Il y a aussi la partie, par exemple, ce qu'on appelle l'imagination. En quelque sorte, c'est le point culminant d'une littérature quand on va lire un livre. C'est-à-dire, automatiquement, quand on va lire les lettres d'un livre, il y a une action d'imagination qui va être déclenchée par notre cerveau, qui va nous permettre de se transporter, d'aller vers ce monde qui est différent, de voyager aussi dans le temps et l'espace, comme a dit tout à l'heure Monsieur Bassem Khiliya, par rapport à cet aspect entre le temps et l'espace qu'on devra avoir et l'action qu'on devra avoir dans le genre littéraire, et surtout d'évader du stress quotidien, de ce qui se passe au quotidien, d'aller vers ce confort, cette évasion qui est importante. Il y en a, bien sûr, dans tous les... certes, c'est à travers les littératures, on peut le faire aussi à travers les films, à travers d'autres arts comme les tableaux, mais dans la littérature, il y a cette action d'imagination qui renforce surtout notre créativité. Et c'est là où c'est important, l'importance de la créativité, comme c'est écrit dans Slide, dans le développement personnel, c'est-à-dire avoir des nouvelles idées, avoir des cultures différentes, avoir une clé sur laquelle on va développer notre développement personnel. Certes, j'ai mis l'exemple de Seigneur des Anneaux, et d'ailleurs, Monsieur Bassem Khiliya a dit aussi l'exemple
de la trilogie de Dr Mazen Sherif sur le maître et le maître et le dragon, par exemple. Et c'est comme la trilogie de Seigneur des Anneaux de Tolkien. C'est notre imagination va aller dans un monde fantastique sur lequel on va se transporter dans cette aventure et on va suivre petit à petit l'histoire par exemple ici c'est Frodon, mais sur l'histoire de Dr Mazen Sherif c'est le maître et aussi le dragon. Ça va nous apporter cette importance du courage, qui est aussi de l'amitié, des passements de soi, des valeurs. Ce sont des valeurs, c'est-à-dire des notions très importantes qui vont inspirer tout simplement notre propre croissance. Dans un autre côté, il y a aussi la question de l'empathie, c'est-à-dire comment les personnages nous invitent à vivre leur joie, par exemple, à vivre leur peine, leur lutte. Cette immersion de soi, de développer notre empathie en comprenant surtout les émotions des autres dans la littérature. C'est parce que tout simplement l'empathie est essentielle pour les relations humaines. Comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'intelligence sociale, pour avoir de la relation, on doit comprendre comment ça se conclure l'empathie à travers les yeux des autres. Cette littérature, elle nous offre cette opportunité précieuse de cultiver cette compétence. C'est-à-dire, dans l'exemple des Misérables de Victor Hugo, c'est à travers le suivi du parcours de Jean Valjean qu'on développe cette complexité, de voir cette lutte contre cette rédemption, de réfléchir et d'avoir aussi comment cette empathie va se mettre de petit à petit sur la littérature. Et c'est un bon début pour, comme j'ai dit, pour l'intelligence sociale et émotionnelle. Donc, les leçons de vie à tirer de la littérature, elles sont énormes. C'est riche d'enseignements moraux, c'est riche d'éthique, c'est riche d'actions et de choix, d'échecs aussi. Et en examinant les réussites, les échecs des autres, qu'on peut en tirer les enseignements dans notre propre vie, et aussi d'avoir ces actions et ces encourages qui vont nous encourager à prendre des décisions éclairées pour nous-mêmes et aussi pour notre environnement. Par exemple, je reviens à l'exemple de L'étranger d'Albert Camus qui est très très connu. En fait, on va dire ce roman va me pousser un petit peu sur la vie, sur son absurdité, sur avoir son propre sens, même réfléchir sur le sens de la vie. Est-ce que parce qu'on vit dans un monde, comment le protagoniste, comment le personnage principal, ses décisions, comment cette importance de cette relation, cette responsabilité personnelle, c'est tout un voyage de signification pour comprendre la vie, tout simplement. Et voilà, juste pour conclure, pour comment se développer, comment exploiter pleinement la littérature sur notre développement personnel, tout simplement, nous pourrons créer une liste orientée développement personnel. Il y a beaucoup de littératures qui sont orientées vers le développement personnel, et surtout avoir un rituel quotidien de lecture. Au moins avoir 20 minutes, 10 minutes, le moindre des choses 5 minutes, mais avoir ce rituel de lecture, même si on lit des fois des histoires, parce que j'ai toujours des discussions entre est-ce qu'on doit lire des littératures, moi je veux développer, des fois je lis le développement personnel, mais des fois, j'ai besoin de s'immerser dans l'imaginatif à travers des romans. Mais je ne vois pas les différences. Il y a toujours des différences entre les deux, comme j'ai expliqué. C'est-à-dire des relations. Je ne vois pas la relation, il y a toujours des relations. C'est à travers de choisir des thèmes spécifiques liés à nos objectifs personnels, liés même à nos objectifs professionnels. Et c'est à travers ça qu'on peut adopter un rituel quotidien en consacrant du temps chaque jour à la découverte de nouveaux horizons social, littéraires propres à notre vie. C'est pour ça que la littérature nous rappelle que nos actions ont des conséquences et nous encourage à prendre des décisions éclairées des faits. Par exemple, ici, la création d'une liste des lectures, comme le pouvoir du moment présent, les 7 habitudes, par exemple, Steven l'art de la confiance. Il y en a tant d'autres qu'on peut le faire. Voilà. En conclusion, la littérature, c'est un outil très puissant de développement personnel, et donc surtout l'importance de lecture. C'est-à-dire il faut lire cette quête de devenir la meilleure version de nous-mêmes et de soi-même. Voilà. Merci beaucoup.
Monsieur Bassem, merci à vous tous. C'est à travers un sentiment de gratitude et de réalisation qu'on terminera cette conférence. Et il n'y a pas une meilleure conclusion de faire un petit poème sur la littérature française. C'est pas à moi, mais c'est juste j'ai trouvé que c'était très intéressant et ça reflète le titre de notre conférence. Le poème, c'est dans les pages de la littérature française, un trésor de mots, une source de lumière. Les écrivains sculptaient avec adresse l'âme de la France, sa culture entière. Molière, Racine, les classiques inspirés, leurs vers enflammés, leurs pièces si brillantes, ont révélé au monde des vérités cachées. Dans les plis du langage, leur art se fait amante. Hugo, Balzac, les romantiques fous ont décrit les passions, l'amour et la misère. Leurs mots, comme des flèches, atteignent nos cœurs, révélant l'humanité dans toute sa lumière. Proust, Camus, les philosophes de la prose ont scruté l'âme humaine avec finesse. Leurs réflexions profondes, leurs idées grandioses ont éclairé notre existence avec justesse. La littérature française a un trésor inestimable, un voyage à travers le temps et l'espace. Les mots des écrivains, toujours mémorables, nous guident sur le chemin de la grâce. Dans chaque roman, poème ou pièce de théâtre, dans chaque vers, chaque phrase, chaque mot, la littérature française reste un phare, illuminant nos vies d'un éclat chaud. Elle célèbre la beauté, la passion, la vie et dévoile les mystères de l'âme humaine. La littérature française, une éternelle amie qui, dans nos cœurs à jamais, résonne et demeure. Merci beaucoup. Et je vous invite à un magnifique pause café pour conclure cette conférence. Je tiens à remercier l'équipe organisatrice et aussi Samy et sa femme pour la pause café, aussi tous les membres de l'association de Lumière Française pour sa présence. Certes, on est dans un cadre de littéraire. La prochaine fois, on serait dans un cadre plus peut-être dans d'autres thèmes. Je remercie aussi Ahmed Mabrouk de nous avoir fait le live. Il est derrière le caméra, on ne le voit pas de ce live. Merci beaucoup Ahmed Mabrouk et aussi pour Hadi Mabrouk pour les affiches et pour tout ce qui est en relation avec le graphique et aussi pour le graphique qui a été fait au niveau de l'association de Lumière Française sur le roll-up et aussi sur les présentations. Merci à tous, merci à Manallah pour ta présence, merci aussi à Anis pour sa présence, à Dr Fakhr Habibi pour sa présence, à Rabia Hafida qui nous vient de Charles-Vizier, aussi Monsieur Zahar qui nous vient de Paris et sa campagne, aussi merci à tous nos invités. On veut remercier tous, Sidi Hatim aussi pour sa présence, Hafida, Faris aussi de Charleville-Mézières. Et aussi à nos invités. Je tiens à vous remercier tous de votre soutien à chaque fois, à chaque moment dans cette conférence-là. Et on vous invite à rester avec nous dans d'autres conférences. Et aussi Samy Ben Haris que j'ai remercié tout à l'heure avec sa femme que je ne vois pas d'ici, mais on va dans le live. Merci Samy pour la pause café. De toute façon, on va dire ça au live. Ils vont manger avec nous. Et j'espère que j'ai pas oublié quelqu'un par rapport à ça. En tout dernier, qui a eu l'idée de cette conférence-là, Dr Mazen Cherif, pour sa bienveillance, pour toujours il est toujours avec nous dans toute notre quête pour avoir une bonne dans le développement personnel et aussi dans le développement de soi-même. Merci beaucoup Sidi Bassem, merci aussi à Sidi Rabia pour sa présentation sur la littérature mondiale et à très bientôt. Merci. Merci. Je montre ça. Merci beaucoup. Je vous invite à pause café.